Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. La justice rend son verdict. Souleymane Tiangel et Alpha Dio écopent d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Deux autres suspects bénéficient d'une libération au terme d'un procès qui était très attendu. Les détails à suivre dans un instant. Un mort, des blessés et des dégâts matériels considérables lors d'un incendie qui s'est produit dans la soirée de mardi au quartier résidentiel de la Minière. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma souffle le chaud et le froid. En cause, le Parlement se penche sur la révision des règles d'une éventuelle destitution. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous. C'est un procès dont l'issue était attendue comme les premières pluies annonçant l'hivernage. Amadou Sow et Algassimou Keïta ont été acquittés dans le dossier de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Souleymane Tiangel, responsable de la communication de l'UFDG, est actuellement hors du pays, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un mandat d'arrêt sera lancé contre lui. Le verdict est tombé ce mardi au TPI de Dixine. Compte rendu Mamadou Kalisso, Aboukourea Kourma. Amadou Sow et Algassimou Keïta sont enfin libres après plus d'un an passé derrière les barreaux. Le TPI de Dixine les a acquittés faute de preuves. Les proches des accusés, nombreux dans la salle, ont accueilli cette nouvelle par des applaudissements et des accolades. Pour les avocats de la défense, justice a été rendue. Oui, nous vous avions dit dès le départ que c'est un dossier monté de toutes pièces, qui ne comportait aucun support et que nous allions le désarticuler, le démonter. Tiangel, lui, a été condamné à perpétuité et un mandat d'arrêt international sera décerné contre lui. Mais selon la défense, l'enquête a été bâclée à tous les niveaux, au seul motif de décapiter l'UFDG. Ils ont été incapables de présenter l'arme du crime. L'accusation est fausse, que le certificat médical, l'expertise médicale effectuée n'a pas été faite également suivant les règles de l'art, qu'il n'a jamais été démontré la nature de l'arme ayant servi à la commission de l'infraction, que même un simple étui n'a pas été présenté, et à plus forte raison une arme, il n'y a pas eu de scellé. Au dire des avocats de la défense, rien n'a été fait pour trouver le vrai assassin du journaliste Mohamed Koula Diallo. Pour eux, le vrai coupable court toujours. Nous avons démontré que le criminel, l'auteur de cette infraction, court toujours. Nous avons soulevé dans cette affaire la problématique d'un troisième larron. Ce procès offense le droit, insulte la vérité et blesse la République, affirme maître Aboubakar Silla, l'un des avocats de la défense. Il poursuit en disant « La mémoire du journaliste Mohamed Koula Diallo a été sacrifiée sous l'autel de la politique politicienne ». Après le verdict rendu par le TPI de Dixine, les réactions se multiplient du côté de la presse guinéenne qui réclamait justice depuis la mort en février 2016 de Mohamed Koula Diallo, fauché par une balle. Malik Sandiara Kamara, Lamid Silla. Dans la salle de rédaction de Guinée 7 est affichée l'effigie de Mohamed Koula Diallo, l'entreprise de presse pour laquelle il travaillait. 2 ans d'impatience pour son ancien patron, sa famille et ses confrères journalistes pour connaître la vérité sur la mort de Koula. La réponse n'a toujours pas été trouvée à la question principale, même après le verdict de la justice. Au départ, la question fondamentale était qui a tué Elhadji Koula. À l'arrivée, on se pose la même question, qui l'a tué? Les enquêtes n'ont pas été approfondies. La justice a fourni moins d'efforts pour savoir qui est cette personne qui a logé la balle dans la poitrine du reporter Koula, Saint-Surge Traoré. Justice n'a pas été rendue. Il a été bâclé. Un exemple, on vous dit, si vous avez suivi le procès, du début à la fin, on vous cite un Tiangel. Okay? À la fin, personne ne sait, est-ce que c'est de Souleymane Tiangel on parle ou c'est pas de Souleymane Tiangel on parle? Le principal accusé et son présumé complice ont été acquittés par la décision du tribunal.
Le sentiment de l'administrateur du site Guinée 7 et l'un des avocats de la défense ne sont pas les mêmes. Ceux qui ont été vraiment des présumés coupables, des gens sur lesquels pesaient vraiment de lourds soupçons, de fortes accusations, ont été acquittés. Mais le juge n'a rien fait, je vous dis, il n'a rien fait. Et il a renvoyé, en fait, il a libéré tout le monde. Nous nous réjouissons de cette décision, libérant, acquittant purement et simplement M. Algassimou Keita et M. Amadou Sow. Je voudrais me réserver de faire un commentaire en ce qui concerne M. Tiangel pour beaucoup de raisons, parmi lesquelles son absence. Pour Ibrahima Souri Traoré, l'ancien patron du journaliste tué, Koula a été à nouveau assassiné car pour lui, les coupables ne sont toujours pas connus. Dans l'actualité encore, un mort, une dizaine de blessés, des dégâts matériels énormes. C'est le triste bilan d'un incendie qui s'est produit dans la soirée de mardi à la Minière. C'est un immeuble de 3 étages qui a pris feu. Ce matin, les sapeurs-pompiers étaient à peu d'œuvre pour venir à bout de l'incendie dont les causes ne sont pas encore connues. Alseni Bari, Yacouba Traoré nous signe le reportage. Près de 24 heures après le début de l'incendie, les sapeurs-pompiers sont toujours à peu d'œuvre pour l'éteindre. L'immeuble s'est écroulé, faisant un bilan provisoire d'un mort et 15 blessés, selon les autorités, sans pour autant parler des dégâts matériels. Le voisinage n'a pas été épargné. Cette maison a vu son contenu aussi partir en flammes. Malgré les efforts de la protection civile, l'un de leurs a péri lors de l'écroulement de l'immeuble. C'était entre 22h, 23h. 22h, 23h. Bien, voilà. C'est en ce moment le gars était très déterminé pour éteindre le feu. Le moment où il y a Rosé en haut, il était assis, il mettait le pistolet en haut, on a vu l'ITAS écoulé. Tout le monde a fui, mais lui, il ne pouvait plus s'échapper. Mais les gens pensaient qu'il y avait 3-4 personnes, mais heureusement, j'avais qu'une seule personne. Tous les autres qui étaient là, il y a eu de blessures, il y a eu de trucs. Les autres sont à l'hôpital, mais lui, c'est lui seule personne qui a perdu la vie. Le feu est difficile à maîtriser, nous indiquent ces pompiers, car le bâtiment contenait des groupes électrogènes, des pneus, aussi l'huile de moteur. Une tâche qui rend pénible les travaux des secouristes. C'est normal sur ce genre de feu, les matières que l'on a sont des matières qui brûlent en continu. Donc en fait là on va avoir un travail, comme on vous l'a dit tout à l'heure, jusqu'à probablement vendredi matin. En fait derrière nous, donc on voit le chantier, on voit encore de la fumée parce que le feu continue d'être actif sous l'effondrement. Donc il faut qu'on travaille en sécurité, que l'on enlève une partie des gravats et qu'on éteigne en même temps. C'est pour ça qu'on travaille par palier. Une partie d'extraction, une partie d'extinction et ainsi de suite. Force est de noter que la protection civile manque d'équipement. Pour l'instant, il n'existe que 6 camions à incendie pour la capitale. Il a fallu donc la mutualisation des forces avec les entreprises de la place pour tenter de venir à bout des flammes. C'était donc le constat sur les lieux de l'incendie ce matin, retour en arrière, c'est-à-dire dans la soirée du drame où tout le quartier a été pris de panique face à l'ampleur des flammes. Alseni Bari et Yacouba Traoré reviennent en détail sur les premières heures de l'incendie. Suivez. Mardi 9 janvier, 18h. Le bâtiment de Target Communication est en fumée. Les propriétaires du bâtiment tentent de sortir les équipements et contenir le danger. En vain. Et moi j'étais ici, comment dire, dans mon ancienne école, là où j'ai fait la terminale. Je regardais l'interclasse. Maintenant, j'ai vu mon papa passer. Il m'a dit que notre maison a pris feu. Maintenant, c'est là-bas. Je suis venu de coup voir comment ça se passait. Non, je ne suis même pas rentré parce qu'il y a trop de... La fumée est trop, vous voyez. Les minutes passent. Toujours pas de sapeurs-pompiers à l'horizon. Des pick-up de gendarmes empruntent la route, mais ne s'arrêtent pas. Plus loin, nous apercevons un pick-up de la police, venu assister impuissant à la propagation de la fumée. Sur place, ces citoyens tentent de venir à la rescousse de leurs voisins, mais ils sont vite arrêtés. On a commencé, les Libanais disent on va arrêter. Ils sont arrivés des pompiers, on a arrêté pour ça. On attend les pompiers, mais ça fait combien de temps? Ça fait au moins 2 heures de temps, le pompier n'est pas là. Hein? Comment on va attendre? Mais comme 2 heures de temps comme ça, voilà, comme les propriétaires disent, les Libanais disent on va attendre. C'est eux-mêmes, ils sont en enquête. Comment on va vous dire tout de suite? Il faut voir les foules. Peut-être ils sont concentrés, tout le monde va rentrer prendre quelque chose. Près d'1h30 après les premiers appels, les sapeurs-pompiers arrivent enfin. Ils sont accueillis par des cris de colère des jeunes. Depuis que je suis là, ça fait à peu près 1 heure.
qu'on a tenté d'appeler les sapeurs-pompiers. 1h30 minutes, mais on n'arrive pas à les joindre. Vraiment, c'est pas la peine. Pour l'instant, les circonstances de l'incendie ne sont pas élucidées. Quand nous quittions les lieux, rien n'était sorti du bâtiment. Selon le voisinage, la société avait installé des magasins de vente de pneus, des groupes électrogènes et d'huile de moteur. Les guérisseurs font des victimes et échappent à la rigueur de la loi, le charlatanisme, la sorcellerie ou encore le fétichisme. Voici autant de pratiques qui tuent ou causent des effets néfastes sur la santé des populations au vu et au su des autorités à tous les niveaux. Certains médias font même la campagne de publicité pour ces tradipraticiens. Que prévoient les lois guinéennes contre ces infractions et quelles mesures répressives et réservées contre ces réfractaires aux services spéciaux et lutte contre les crimes organisés? C'est un élément de reportage signé Makiso. La peine réservée aux pratiquants du charlatanisme, la sorcellerie, le fétichisme s'élève à 5 ans d'emprisonnement, une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens. C'est du moins l'avis de ce juriste que nous avons interrogé sur ce sujet. Toute personne qui se serait rendue coupable d'une quelconque transaction ou quelconque opération qui porte sur l'achat ou la vente d'organes humains ou d'ossements ou qui peut être susceptible d'être relatif soit au maraboutage ou au charlatanisme et qui puisse porter atteinte soit à l'ordre public ou à l'intégrité physique. Au secrétariat général chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue, le crime organisé et de l'Office de répression des délits économiques et financiers, on interpelle le ministère de la Santé. Nous vivons dans un laisser-aller total. Et alors la vision du président de la République, c'est quoi? S'il donne une partie de son pouvoir à quelqu'un, il va de choix que l'intéressé pense qu'il travaille au nom du président. Parce que tout ce que nous faisons maintenant là sont classés dans ces résultats au profit du pays. Ça veut dire tout simplement que s'il donne une délégation, s'il fait une délégation de pouvoir, une petite partie de son pouvoir à quelqu'un, il te place à la tête d'un département, il va de choix que tu fasses ce qu'on appelle les réformes, que tu fasses de choix que tu restes dans le cadre de tes attributions, il va de choix que l'intéressé fasse une prise de conscience pour dire une mission m'a été confiée, et je travaille et en lieu et place du président de la République ici, il faut que je fasse quelque chose pour vraiment sauver les citoyens lambda qui ne sait qu'acheter, que prendre. Si l'article 704 consacré au charlatanisme punit les réfractaires à un emprisonnement de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens, les peines sur les assassinats pour des fins occultes sont encore plus lourdes. Sayon Doumbouya et Mamadou Bassouma viennent d'être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour les mêmes chefs d'accusation. Les agents du secrétariat général à la présidence chargés des crimes organisés viennent de mettre main sur une importante quantité de lance-pierres. Ces articles, selon le colonel Tcheboro, sont souvent utilisés par les manifestants pour blesser les hommes en uniforme chargés du maintien. Idrissa Bari, Amar Alex Silla. C'est une quantité de 208 lance-pierres qui a été saisie par les services du colonel Moussa Tcheboro Kamara. Ces instruments ont été saisis suite à des investigations opérées dans le marché Madina. À Conakry, ici, nous avons mené des enquêtes et nous avons pu mettre main. Je ne pourrais pas vous expliquer comment on a mené les enquêtes, mais seulement ça nous a permis, ces enquêtes nous ont permis de découvrir cette quantité et nous continuons à chercher puisque nous pensons que ce n'est pas tout. C'est Boubacar So, un commerçant de jouets d'enfants qui est l'importateur de ces articles de marque chinoise qu'il s'est procuré au Sénégal. Mais il précise que ce n'est pas dans l'objectif de nuire à une tierce personne qui s'est engagée dans la vente de ces lance-pierres. Je l'ai acheté à partir du Sénégal, je l'ai envoyé, pas dans l'intention de faire du mal à un Guinéen. C'était pour la chasse des oiseaux. Du moment où je l'ai exposé dans la boutique, un agent est venu me dire attention, cela est très dangereux, ne joue pas devant le feu. Je les ai enlevés, je les ai mis dans mon stock à domicile. Je donnerai conseil à quiconque a l'intention de le faire de s'en éloigner. C'est interdit par la loi guinéenne, c'est formellement interdit que s'ils s'aventurent à importer ou à utiliser, c'est à leur risque et péril. À bon entendeur, salut.
Le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux des crimes organisés a félicité ses agents pour cette opération. Il s'engage à poursuivre les mêmes efforts pour freiner ce genre de délit. C'est pour dire aux Guinéens, on dit aux opérateurs que l'année 2018 ne sera pas la blague. Ça, il faut reconnaître. Parce qu'on ne peut pas doter les gens avec ça. En tout cas, que ce soit le Fouta, que ce soit la Basse-Côte, la forêt ou la Haute-Guinée, il n'y a pas un seul village où tu vas trouver des jeunes aujourd'hui qui n'ont rien à faire, ça peut lancer pierre, rentrer en brousse derrière les oiseaux. Ce qui est de notre côté, on ne va pas s'arrêter. Et c'est voyez. Et nous sommes en phase avec la politique et la volonté politique du président de la République. C'est eu égard à ça qu'il a créé ce secrétariat général qui s'occupe spécifiquement des domaines spécifiques en matière de lutte contre la drogue, le crime organisé et les délits économiques et financiers. Entrevue des patrons et associations de médias ce mercredi au siège de l'Urtergui pour discuter des problèmes liés aux conditions de travail des journalistes. À l'issue de cette rencontre, les participants ont mis en place une commission qui a la tâche d'élaborer un texte qui va permettre de pallier à ce problème. Compte rendu, Abdourahmane Ba. Ils sont nombreux les patrons et membres d'associations à participer à cette rencontre. Objectif : trouver de meilleures solutions aux difficultés auxquelles la presse privée est confrontée. La rencontre de cet après-midi est inscrite autour de la convention collective. Et le second point s'articule autour des préparatifs de la journée nationale de la presse qui est tant voulu réclamer à corps et à cri par l'ensemble des professionnels de la communication. Cette rencontre est une première. Elle va permettre aux structures syndicales ainsi que les travailleurs des médias privés de trouver gain de cause à leurs revendications qui n'ont que trop duré. On parle qu'on a beaucoup de jeunes journalistes qui travaillent dans nos rédactions, des problèmes salariales qui ne sont pas reluisants. Même on le dit, nous sommes des presses qui vivons des pourboires des uns et des autres. Tout cela dépend de notre condition de traitement salarial. Une commission est mise en place. Elle va élaborer un texte dans 45 jours qui sera soumis à l'ensemble des professionnels de la presse privée guinéenne. C'est un ouf de soulagement pour la presse privée. C'est une très bonne nouvelle pour les employés de la presse privée. Nous sommes en train de voir si vraiment on peut aller vers la mise en place de cette convention collective le 3 mai à l'occasion de la journée internationale de la presse. Et puis des ressortissants libériens vivant en Guinée ont été déguerpis de leur maison se trouvant à la Camaïenne. Selon eux, l'ordre a été donné par le président de la République et exécuté par le ministère de l'Aménagement du Territoire. Ces Libériens ont par ailleurs indiqué que le domaine leur a été offert par le président Ahmed Sékou Touré. Ils sont au micro d'Alsen Bari et Yacouba Traoré. Par histoire, là-bas, c'est pour nous. Et puis on a habité là-bas dans les 20 et quelques ans. Donc, ils ont envoyé la lettre avant-hier de nous donner 72 heures que le président Alpha Condé veut construire là-bas. Donc, il nous a fait quitter aujourd'hui. On a informé notre ambassade, mais ce que je vois, elle n'est pas dans notre intérêt. Donc, dès maintenant, on a décidé qu'on n'a pas d'ambassade ici en Guinée. Il nous a dit de faire sortir dans la précipitation, donc on ne peut rien faire. À certains même qui ont oublié les dossiers, à certains qui ont oublié les sushis, ils ont oublié les radios, donc ainsi. Vous avez où aller? On ne connaît nulle part aller. Depuis qu'on est venu, dans ma vie ici en Guinée, c'est là-bas que je connais. Donc on n'est nulle part, même je n'ai pas des amis dehors pour dire je veux partir rester avec eux. Visite du ministère de l'Enseignement supérieur au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction et d'équipement du dit édifice. Ce centre devrait permettre la formation des enseignants-chercheurs et améliorer leur compétitivité sur le plan international. C'est un élément d'Alseni Bari rendu par Djibril Ba. La pose de la première pierre de la construction de ce centre a eu lieu en novembre 2016. Il s'agit d'un centre de recherche et de formation en infectiologie. Il devrait permettre d'intensifier les recherches sur les maladies infectieuses, notamment Ebola et autres. Aussi la formation et la qualification professionnelle des enseignants-chercheurs guinéens.
Il est composé entre autres de salles de consultation, de prélèvement et de laboratoires. Et ce qu'il va apporter, c'est non seulement contribuer au rayonnement de notre faculté de médecine, de notre pays sur la scène internationale dans le domaine de la recherche, mais aussi renforcer les capacités des enseignants-chercheurs. Donc nous allons apporter beaucoup de soutien aux enseignants-chercheurs de la faculté de médecine, la faculté des sciences et les anthropologues, pour renforcer les capacités à mieux présenter les données et à concevoir des projets de recherche. Certes, tous les équipements ne sont pas venus, mais après la visite du bâtiment, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dit être réjoui de l'avancement des travaux. Il indique également que d'autres chantiers sont en cours. Je suis satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il reste maintenant simplement à installer les équipements qui vont arriver très bientôt. Et ce n'est pas le seul bâtiment en construction. Et il y a l'Institut Pasteur aussi qui est prévu de l'autre côté. Et au sein de l'université elle-même, il y a aussi 3 autres laboratoires de recherche qui sont prévus et de formation. Notons qu'avant cette visite, Abdoulaye Robaldé avait reçu les vœux de nouvel an de la conférence des recteurs et des directeurs généraux. Ceux-ci ont réitéré leur engagement à soutenir ces réformes. Ils l'ont interpellé par ailleurs sur l'importance de la rigueur dans le système éducatif et la formation des formateurs. Santé, dans ce 22h, on s'intéresse à une maladie très fréquente en Guinée. Il s'agit du bec de lièvre, une malformation de la bouche, parfois partielle, qui touche la gencive ou le palais. La fente labio-palatine est opérée au service de chirurgie plastique et réparatrice de l'hôpital national d'Onka. Mariam Foudé Kamara a assisté à l'une de ses interventions. Suivez son reportage. C'est ici que se trouve depuis 2015 le service de la chirurgie plastique et réparatrice. Le centre s'occupe de la formation des enfants. Il est 9 h. Ousmane Sow, dans les bras de sa mère, s'apprête à subir une intervention chirurgicale. Il souffre du bec de lièvre, une maladie héréditaire. Direction, le bloc opératoire. Première image, les matériels sur le plateau. L'équipe de médecins soignants prépare l'anesthésie qu'ils administrent aux patients. Des spécialistes opèrent la fente labiopalatine au bout d'une heure environ. Mais ce n'est pas suffisant. Maximum 1 heure de temps. C'est-à-dire la préparation avant l'opération. L'opération, c'est autour d'1 heure, 1 heure et demie, on a fini. Le grand risque opératoire, c'est l'anesthésie. Et Dieu merci, aujourd'hui en Guinée, nous avons des gens qui sont bien rodés à faire dormir ces enfants. Et principalement, vraiment, il n'y a pas de problème. Dans la salle d'attente, patiente Osukaba, âgé de 3 ans, avec sa mère en provenance de Kouroussa. Il doit lui aussi se faire opérer dans les heures qui suivent. La maladie est très fréquente en Haute et Moyenne Guinée. Elle cible particulièrement les enfants issus des mariages consanguins. D'après nos statistiques, 70% des enfants que nous opérons sont issus de mariages consanguins, c'est-à-dire les mariages intrafamiliaux. Mais cela ne peut pas tout expliquer, parce qu'il y a des gens qui viennent et n'ont aucun lien de consanguinité et qui présentent des fentes aussi. Le chirurgien rappelle que le centre est ouvert à toute personne atteinte d'une fente labiopalatine. En ce qui concerne les interventions, hospitalisation, le suivi de ces enfants, absolument c'est gratuit. Les adultes qui n'ont pas eu la chance d'être opérés les premières années qui ont suivi la naissance sont également pris en charge. La coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence organise ce 20 janvier à l'hôtel Noum la remise des prix des meilleures sociétés privées de Guinée. Ce mardi, ils ont procédé à la présentation des résultats des travaux de sélection. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Il s'agit de la présentation des résultats des travaux de sélection des sociétés récipiendaires de la 8e édition de l'ONG Guinea Company Awards 2017. Pour cette 8e édition, beaucoup de sociétés seront auréolées par des prix des meilleures sociétés de l'année 2017. Ce résultat a été obtenu grâce à l'aide d'un cabinet, le cabinet Pôle Investment. C'est un cabinet guinéen qui est spécialisé dans le sondage, l'opinion des enquêtes et le recrutement. Donc il y a un travail de fond qui a été fait et ce travail a été remonté au niveau de nous, qui sommes la structure initiatrice et porteuse du projet. Nous avons le prix du top 10 des jeunes dames et femmes les plus influentes de l'année 2017. Qu'est-ce que nous entendons par influence? Les gens qui ont marqué.
Des innovations et autres schémas posés par les sociétés sont reconnus par cette ONG. Elle décerne le prix du meilleur employeur de l'année 2017 au groupe Adafo Média et le prix du jeune entrepreneur à la société Gicopress. Ce 20 janvier, l'ONG invite les Guinéens à participer à la remise de ces prix aux sociétés méritantes. Nous avons Bakary Gabi, DG de Sogibek. Nous avons le jeune Habib, le député de GPT. Nous avons Yirimba, DG de BCEPT. Nous avons Mohamed Kamara, le juriste. Nous avons Dabo, le DAF du ministère des Sports. Nous avons Abouakar Diallo, l'administrateur de Mosaïque, et Roby, animateur à espace. Les plus performants de 2017, voilà, j'appelle les autorités gouvernementales, administratives, les diplomates et le monde du secteur privé de prendre à bras le corps cet événement parce qu'il est le leur. C'est le seul espace qui est dédié à la promotion de la communauté des affaires dans notre pays. L'ONG participe de cette manière à la promotion de l'excellence par la lutte contre la médiocrité au niveau des sphères publiques et privées. À présent, l'actualité africaine et internationale. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma souffle le chaud et le froid. En cause, le Parlement se penche sur la révision des règles d'une éventuelle destitution. Suivez. Le Parlement sud-africain a annoncé dimanche qu'il allait se pencher cette semaine sur la révision des règles de destitution du président de la République, une procédure qui pourrait viser le très controversé Jacob Zuma. Le Parlement suit là les injonctions de la Cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, qui lui a ordonné fin décembre de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a reproché à l'Assemblée de ne pas avoir demandé des comptes au président Zuma dans le cadre du scandale de sa résidence privée. Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, avait rénové aux frais du contribuable sa propriété de Kandla au pays Zoulou. En 2016, cette même Cour constitutionnelle a reconnu le chef de l'État coupable de violation de la loi suprême et il a finalement été contraint de rembourser au Trésor l'équivalent de 480 000 €. Au moins 13 personnes ont été tuées à Montecito, près de Los Angeles, dans des coulées de boue qui ont emporté des maisons dans le sud de la Californie, frappées par une forte tempête. Reportage. 13 personnes tuées. C'était ce mardi 9 janvier, le bilan encore provisoire de coulées de boue à Montecito, près de Los Angeles, dans l'État américain de Californie, d'après la police locale. Nous sommes tristes d'annoncer que 13 morts sont confirmés après la tempête qui a traversé la région hier soir, a annoncé un des membres du comté de Santa Barbara lors d'une conférence de presse. Plus tôt, les pompiers du comté de Santa Barbara avaient indiqué sans donner plus de détails que des corps avaient été retrouvés dans la boue lors d'une opération de secours dans cette localité située au nord-ouest de Los Angeles selon les médias. Ukraine, des ouvriers en gilet orange s'affairent autour de panneaux couleur anthracite. L'Ukraine se prépare à lancer sa première centrale solaire dans la zone contaminée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl pour redonner vie à ce territoire abandonné. Suivez. Des ouvriers en gilet orange s'affairent autour de panneaux couleur anthracite. L'Ukraine se prépare à lancer sa première centrale solaire dans la zone contaminée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl pour redonner vie à ce territoire abandonné. D'une puissance relativement symbolique d'1 mégawatt, la centrale se trouve à seulement une centaine de mètres du nouveau sarcophage en acier étanche qui recouvre les restes du réacteur accidenté de Tchernobyl, théâtre en 1986 du pire accident nucléaire de l'histoire. Le groupe a dépensé 1 million d'euros dans cette structure d'environ 3800 panneaux photovoltaïques installés sur 1,6 hectares, le double de la pelouse d'un stade de football. Il espère rentabiliser le projet d'ici à 7 ans. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à visiter. Allez à toutes et à tous, une excellente soirée. Non.
Voilà, c'était donc le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.